Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur cette tribune, l'association des femmes juristes qui nous arrive pour faire le bilan de l'année 2023 et naturellement pour nous parler des activités de l'association des femmes juristes. Et donc, ensemble avec les femmes juristes, nous allons parler de tout ce qui est relatif, n'est-ce pas, qui porte sur les femmes, les violences faites aux femmes, également toutes les activités qui sont au centre de l'association des femmes juristes. Mais je n'en dirai pas mieux que les femmes juristes elles-mêmes. Voilà pourquoi je vous présente d'abord Madame la Présidente, Madame Jocelyne Melandou. Bonsoir, Bonsoir. Monsieur Malanda Goma-Sauve-Gérard. Merci. Vous êtes là donc pour nous parler de l'association que vous dirigez, il faut dire depuis fort longtemps. Et également, tout à vos côtés, nous allons parler de Madame Pukuta Lubaki Orlov, qui est la secrétaire générale donc, de l'AFJC, l'Association des femmes juristes. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci. Et voilà, à ma gauche, Madame Linda Sitou, présidente de la commission Relations publiques et information de l'AFJC. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci. Et donc pour terminer, Madame Miafuna Kimbembe, Cornélie Kaltouma, présidente de la commission du droit des personnes. Alors, une fois que nous avons présenté toutes les intervenantes sur ce plateau, j'aimerais bien tout de suite faire intervenir Madame la Présidente. Et vous êtes mieux placée pour nous parler aujourd'hui encore ce soir, n'est-ce pas, de ce temps déjà d'existence et naturellement les motivations qui ont poussé, qui vous ont poussé, il faut dire, vous les femmes juristes, à mettre sur pied cette association. Je vous remercie, Monsieur Goma Malanda Merci. Sauve-Gérard. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter une bonne année. Eh bien, merci. Je saisis cette opportunité pour souhaiter une très bonne année à l'ensemble du personnel de Télé Congo. Vous savez que sans les médias, il est difficile de relayer le message de la société civile. Alors notre association, qui s'appelle l'Association des femmes juristes du Congo, existe depuis 1990. Elle a obtenu son récépissé en 1991. Donc lorsque vous faites la soustraction, c'est une organisation non gouvernementale qui aujourd'hui a 33 ans. Et en 33 ans, nous avons fait beaucoup de choses, mais tout d'abord, j'aimerais vous dire que nous œuvrons dans le domaine des droits humains. Nous défendons notamment les droits des hommes en général, ceux des femmes et des enfants en particulier. Et nous contribuons dans notre pays et ailleurs dans la science juridique. Nous contribuons à l'élaboration des lois. Nous parlons d'ailleurs tout à l'heure de la loi 19-2022, dite Mouebara, à laquelle nous avons travaillé. C'est nous qui avons lancé l'alerte en fait sur les violences faites aux femmes, et voilà. Cela depuis... Comme quoi il y a toujours des héros dans l'ombre. Bien sûr. Depuis 2006-2008, à l'époque où Madame la ministre Jeanne Lekomban-Lometo était ministre de la promotion de la femme. Alors, nous travaillons énormément pour la défense des droits humains, la défense des droits des femmes et également des enfants. C'est ainsi que nous avons travaillé également dans l'ombre, comme vous dites, à l'élaboration de la loi Potignon qui protège aujourd'hui les enfants. Madame Potignon a été présidente d'honneur de notre association à Pointe-Noire et nous avons beaucoup travaillé parce que c'est une question qui lui tenait effectivement à cœur. Donc au jour d'aujourd'hui, nous mettons un accent particulier sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous savez que c'est un fléau, en fait, c'est devenu même une question de santé publique. Des femmes meurent tous les jours du fait de ces violences, et ces violences qu'elles vivent un peu partout, au niveau familial, au niveau professionnel, dans les rues et ailleurs. Notre association compte 2 sections, la section de Brazzaville, on va dire la section de Pointe-Noire d'abord, parce que c'est la première section à avoir été créée, suivie de la section de Brazzaville, et nous avons un bureau national. Nous avons le plaisir aussi de vous apprendre que nous avons renouvelé les instances de notre organisation en janvier 2023 pour le bureau national.
et en juin 2023 pour la section de Brazzaville et la section de Pointe-Noire. Donc nous sommes ici une représentation des instances renouvelées de notre organisation. Merci déjà pour cette très belle présentation. Il faut dire, donc depuis 33 ans, vous militez, vous avez dit que, n'est-ce pas, vous mettez au centre les violences, en fait, tout ce qui relève de la femme, sinon les violences faites aux femmes. C'est vraiment votre champ de bataille depuis que vous militez pour toutes ces questions. Et en 33 ans, lorsqu'aujourd'hui, si je pars, je ne partirai pas de 2023, mais je partirai de 90, en 33 ans aujourd'hui, quel bilan vous faites, n'est-ce pas, des résultats finalement de cette bataille, de cette grande bataille, puisque tout à l'heure nous avons parlé des héros dans l'ombre. Vous êtes parti de la loi Potignon, aujourd'hui nous sommes là à cette loi, cette récente loi, et sur le terrain, vous qui êtes sur le terrain, nous avons vulgarisé le code de la famille. Oui. Vous savez qu'avant la création de notre association, bon nombre de femmes ne connaissaient pas leurs droits en matière, par exemple, de droit de garde. D'ailleurs, à cet effet, nous avons l'association des femmes juristes a eu des publications sur le droit de garde. Nous avons expliqué aux femmes que le droit de garde n'était pas l'apanage des hommes, mais que le législateur reconnaissait, notamment à la mère ayant un enfant hors mariage, la possibilité d'avoir la garde de son enfant, quand bien même elle n'aurait pas de revenus. Parce que souvent, l'argument, c'était celui de dire qu'une femme qui n'a pas de revenus ne peut pas avoir la garde de son enfant. Alors qu'en fait, l'éducation de l'enfant procède de la contribution du père et de la mère. Donc le père peut payer la pension alimentaire, même quand l'enfant est auprès de sa mère. Parce que de toutes les façons, nous continuons à penser qu'un enfant est plus heureux auprès de sa mère qui lui donne l'affection qui est nécessaire à son épanouissement. Voilà. Alors, une question que je vais mettre comme ça, n'est-ce pas, sur le plateau. Généralement, parce que nous parlons des violences faites aux femmes, quelles en sont les causes? Est-ce que c'est des causes récurrentes? Est-ce que c'est des causes qui finalement se relativisent par rapport au foyer? Est-ce qu'il y a une base qui est là, n'est-ce pas, qui nous permet d'apprécier ces violences faites aux femmes? Puisque j'en arriverai à la question, est-ce qu'il y a une différence entre conflits conjugaux et violences faites aux femmes? C'est lié. Oui, Madame effectivement, les violences faites aux femmes ont énormément de causes. Hein. Oui. Vous avez la précarité, par exemple, qui est l'une des causes qui conduit souvent certains conjoints à violenter leur partenaire. Vous avez l'ignorance, les pesanteurs culturelles. Ou bien de l'un des partenaires? Des deux partenaires. Des deux partenaires. Oui. Des fois, vous avez certains conjoints qui pensent qu'ils ont un droit de correction sur leur conjoint ou sur leur femme, et donc ils doivent battre ou donner une gifle pour pouvoir éduquer la femme. D'ailleurs, vous l'entendrez souvent, c'est l'homme qui éduque la femme. Donc, ce sont des stéréotypes que nous devons bannir de notre société. Donc voilà, donc vous avez des causes économiques, vous avez des causes culturelles, vous avez également des causes, on va dire, médicales. Hein. Certains sont des malades qui s'ignorent et donc ils devraient consulter. Des maladies de quelle espèce? Des maladies psychologiques. Voilà, vous avez des troubles, tout à fait, des troubles comportementaux, mais dont on ignore. Donc on a l'impression qu'on exerce sa force. Le fait de battre sa femme, c'est montrer que l'homme est puissant, que l'homme a de l'ascendant sur son partenaire. Et donc voilà. Mais il y a énormément de causes. Et l'ignorance également des textes de loi, parce que nous avons des textes, on a parlé de la loi Diton-Ebara, mais avant ça, nous avons également le code pénal qui incrimine un certain nombre d'infractions, notamment les coups et blessures volontaires. Voilà. Donc, et tout à l'heure, je parlais donc des conflits. Est-ce qu'il y a une nuance que l'on peut faire, que l'on peut établir entre les conflits, n'est-ce pas, dans les foyers et les violences faites aux femmes? Est-ce qu'il y a une nuance quand même qui peut être relevée? Oui, vous savez, lorsque... Ah oui. Vous voulez bien parler? Oui, merci, monsieur le journaliste. Bon, après, on va dire, parmi
lorsqu'on parle des violences, oui, on y intègre aussi les violences conjugales. Donc oui, ces conflits conjugaux rentrent bien dans l'ensemble des violences faites aux femmes. Parce que ces conflits, parfois, on les met, on les classe dans les violences. Pourquoi? Parce que c'est peut-être des violences morales, des violences physiques. Lorsqu'on est dans un couple, parfois il y a le partenaire qui bat son conjoint, donc c'est une violence physique. Parfois il y a le viol conjugal dont on parle pratiquement pas. C'est un viol, ce sont des violences sexuelles. Et il y a des violences morales, les injures, les insultes, ce sont des violences psychologiques qui ont des lourdes conséquences sur la personne, la victime. Donc ces conflits rentrent bien dans la ligne des violences faites aux femmes. Alors, généralement, lorsqu'on parle du viol dans un foyer, c'est quand même à un moment, on a le sentiment que pour notre société africaine, il y a une espèce un peu d'abus, non? Est-ce que vous ne pensez pas? Généralement, tout à l'heure, vous avez parlé du code pénal, vous avez parlé également du code de la famille. Et dans le code de la famille, lorsque une femme va dans un foyer, on dit, voilà, elle a trouvé une place et donc on lui donne, n'est-ce pas, il faut dire, cette opportunité finalement d'être ensemble, de créer l'harmonie dans la maison et surtout sur cette base sexuelle. À quel moment finalement vous parlez de violence ou de viol dans un foyer? Avant de passer la parole à Madame la Présidente, j'aimerais relever, vous avez dit lorsqu'on se marie on trouve une place. Bon, on se demande qui trouve la place. Est-ce que c'est l'épouse? Est-ce que c'est l'époux? Oui. Non. Je pense que lorsqu'on convole en juste noces, oui, ça signifie que l'on s'aime, que l'on partage ces sentiments qui sont des sentiments nobles. Hein. L'amour, c'est quelque chose de très très beau. Oui. Et donc, en fait, il faut éviter que dans la vie quotidienne, que l'on transforme le foyer en un ring de boxe. Oui. Parce que vous avez posé la question de savoir tout à l'heure, est-ce qu'il y avait un lien entre les conflits conjugaux? Oui, les conflits conjugaux, lorsqu'ils atteignent un certain paroxysme, il peut arriver qu'il y ait des violences. Et ces violences ne doivent pas exister. Ces violences n'ont pas de raison d'être. Parce que vous savez, la violence appelle la violence. Plus vous êtes violent, et si vous n'êtes pas arrêté dans cet élan de violence, vous pouvez même devenir criminel. Une bousculade peut amener la mort d'une conjointe ou d'un compagnon. Donc, en résumé, on va dire qu'il y a des violences, il y a des causes endogènes, mais il y a aussi des causes exogènes. Parce que la société aussi peut amener à ces violences et parfois qui peuvent être très très mal vécues dans le couple. Mais je redonne la parole à Madame Yafuna Kimbébé, oui. Oui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vrai que Madame la Présidente nationale a déjà en quelque sorte résumé ce que je voulais dire, mais moi je voulais plutôt revenir sur un aspect non moins négligeable. Hein. Quand on parle aujourd'hui des violences conjugales, vous avez raison de poser cette question parce que c'est pas bien vécu hein, dans le quotidien, dans le commun de mortels, qu'un couple composé d'un homme et d'une femme qui partagent même foyer, même toit, pardon, et on se retrouve à évoquer des questions de violence conjugale. Alors on se dit, mais comment est-ce que nous en sommes arrivés là, surtout lorsque nous savons que nous vivons dans une société sur laquelle pèsent des pesanteurs culturelles. Moi, je ne dis pas que tout ce qui est culturel est néfaste, mais au moins il faut qu'on arrive à un certain moment à bannir tout ce qui est dégradante hein, pour la personne de la femme. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, le fait d'épouser une femme, ça ne vous donne pas tous les droits sur cette femme. Il faut qu'on arrive à nuancer les choses. Est-ce que le fait pour une femme de dire non à son partenaire pour des raisons diverses, on peut être fatigué, on peut être malade. À ce moment-là, on parlera avec son partenaire et pour dire à son partenaire que bon, voilà, aujourd'hui, je ne peux pas être disposé à. À ce moment-là, est-ce qu'on pourra vraiment parler d'une chosification de la femme? Moi, je pense que la femme, dans le foyer ou hors du foyer, la femme a des droits.
et elle est appelée à faire prévaloir ses droits lorsqu'elles sont surtout qu'il y a une atteinte qui peut être portée sur ces droits. Donc ce n'est que légitime qu'aujourd'hui on puisse parler de violence conjugale. Oui, on peut parler de violence conjugale. On peut parler d'un viol entre un homme et sa femme, si seulement si cette femme-là se refuse à ce monsieur pour des raisons diverses et que ce monsieur venait à justement forcer cette femme ou à prendre cette femme de force. Donc on doit vraiment arriver à nuancer ces concepts-là et à se dire que ce n'est pas parce qu'on a épousé une femme, qu'importe la dot, la somme de la dot qu'on aurait versée pour cette femme-là, ça ne fait pas de cette femme-là une chose au sein de votre foyer. Il ne faut pas qu'on arrive au stade de la chosification de la femme. Voilà un peu ce que je voulais apporter. Et puisque vous parlez des droits qui reviennent à la femme, vous parlez de ces droits. Aujourd'hui, quels sont les canevas, n'est-ce pas, qui vous permettent de vulgariser ces droits? Est-ce que vous arrive finalement de faire ce travail en amont, de vulgariser, pour permettre à ces femmes de rentrer, n'est-ce pas, en connaissance de leurs droits? Ça, c'est une très bonne question. Je suis sûre que certainement devait aborder cette question, mais puisque vous y êtes, restons-y. Oui, vous avez totalement raison. Aujourd'hui, nous avons deux catégories de femmes. Il y a des femmes qui connaissent leurs droits et qui arrivent à les faire prévaloir. Et nous avons aussi des femmes qui méconnaissent leurs droits. Alors, à l'endroit de ces femmes-là, qu'est-ce que l'Association des femmes juristes fait? Déjà, nous savons que la femme est une composante de la société. Et aujourd'hui, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui protège les deux sexes. Donc, cette déclaration consacre des droits qui sont inaliénables, et pour la femme et pour l'homme. Mais comment est-ce que nous en sommes arrivés justement aujourd'hui à parler spécifiquement des droits de la femme? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une démarche de discrimination positive. Parce qu'on s'est rendu compte que les droits des femmes sont de plus en plus remis en cause. Alors à ce moment-là, les différents États, la communauté internationale a aujourd'hui adopté des instruments juridiques qui permettent de protéger justement la femme, et de façon spécifique, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un problème. C'est vrai qu'elle bénéficie, elle est censée bénéficier de la protection au même titre que l'homme, mais on se rend bien compte que les nombreuses atteintes qui sont portées sur sa personne, demande à ce que ces droits-là soient encadrés de façon spécifique. Et nous, de notre côté, qu'est-ce que nous faisons? Nous vulgarisons la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous vulgarisons la loi 19-2022, dite loi Moïbara. C'est pour justement conscientiser les femmes, appeler les femmes et leur dire que vous avez des droits, tout comme les hommes, et vous êtes appelés à les faire prévaloir. Et ce n'est pas l'amalgame qui se crée aujourd'hui dans notre société pour dire, bon voilà, parce qu'on a un instrument juridique spécifique aux femmes, que voilà, les femmes doivent aller dans un sens contraire et pourront se prévaloir du fait qu'elles ont un instrument juridique qui leur protège. Non. Quand une femme commet une infraction, elle tombe sous le coup du code pénal qui réprime justement ces infractions-là. Mais la femme aujourd'hui peut se réjouir d'avoir un instrument spécifique qui protège ses droits de façon alors là plus holistique. Parce que si vous voulez, dans le code pénal avant, on n'avait pas certaines incriminations à l'égard, à l'instar du harcèlement, des violences économiques, on n'en parlait pas. Mais qu'est-ce qu'on entendait déjà par violence faite à l'égard de la femme? Moi, je ne pense pas que ces incriminations-là existaient dans le code pénal. Donc aujourd'hui, la femme peut se réjouir du fait qu'elle a un instrument qui la protège de façon spécifique. Et les femmes juristes, justement, militent dans le sens de la sensibilisation, de la vulgarisation de ces textes, pour justement attirer leur attention. Toujours dans le sens de ma consoeur, nous avons vulgarisé également la convention, la CEDEF, la convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Nous avons vulgarisé également les constitutions du Congo. Nous avons sensibilisé sur les mécanismes régulant la vie démocratique au Congo. Nous sommes allés dans beaucoup de départements du pays. Nous sommes même allés jusqu'à Rwando. C'est vous dire, parce que souvent il nous est reproché de rester en ville, mais en fait nous ne restons pas en ville, c'est parce que les personnes ne sont pas informées. Et dans les développements qui vont suivre, on va vous montrer que nous avons déjà sillonné toute la République. D'accord. Alors nous avons une date qui est le 25 novembre de chaque année, où finalement on met en exergue, donc on met tout cela en exergue, n'est-ce pas, les violences faites aux femmes, et vous avez 16 jours d'activisme. Et pour ce qui est de l'AFGC, est-ce qu'on peut être au parfum de ce que vous venez de faire tout récemment, à la date du 25, et pour les 16 jours d'activisme? Oui.
Exactement. Pendant la période des 16 jours d'activisme, la FJC était sur le terrain pour pouvoir sensibiliser les femmes sur la question des violences, mais aussi les hommes qui sont des éventuels auteurs des violences faites aux femmes. Et donc, l'association a commencé les 16 jours d'activisme par l'appropriation de la loi Mouibara, la loi numéro 19-2022 du 4 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo. Donc, nous avons fait une formation au sein de l'association pour renforcer nos capacités, pour que nous ayons une compréhension commune sur les questions abordées par la loi. Et après cette formation, nous nous sommes rendus sur le terrain. Nous avons sillonné 3 grands marchés de la ville capitale. Nous avons été au marché Total, au marché Poto-Poto et au marché Wenze pour parler de la loi Mouibara et aussi de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc nous avons conscientisé les femmes sur les droits, leurs droits fondamentaux, mais aussi nous avons parlé de la loi Mouibara pour leur dire lorsqu'elles sont victimes des violences, qu'est-ce qu'elles devraient faire, que dit la loi Mouibara sur tel point. Donc nous avons été dans les marchés, nous avons également été à Pointe-Noire, nous avons fait une conférence débat à Pointe-Noire, à la Chambre de commerce de Pointe-Noire, pour également parler de la loi Mouibara et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons aussi été à l'Université libre du Congo pour parler aux étudiants, également sur les mêmes questions. Et puis, notre vice-présidente a fait... on a publié un article sur l'affaire au Cana. C'était toujours dans la période des 16 jours d'activisme. Voilà ce que nous avons fait au cours de cette période. Nous avons vraiment été sur le terrain. Nous avons fait une campagne de sensibilisation. Nous avons fait une campagne de proximité pour écouter un peu les femmes, leur faire part des efforts du gouvernement qui a pris cette loi pour protéger les femmes, mais aussi leur dire quand elles sont face à ces violences, lorsque leurs droits fondamentaux sont bafoués et violés, qu'est-ce qu'elles devraient faire, où elles devraient très se rendre, par exemple venir à l'Association des femmes juristes du Congo pour déjà chercher une solution par rapport aux situations qu'elles traversent. D'accord. Alors, je vous parlais d'un article qui est très récent, n'est-ce pas, qui parle finalement de ce cas très flagrant qui vient de se passer. Est-ce qu'on peut avoir la quintessence, sinon vraiment l'essentiel de cet article? Que dit cet article pour ceux qui nous suivent? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet article au regard, n'est-ce pas, de ce cas très flagrant, qui est très récent? Alors, vous dire exactement le contenu de cet article je vais peut-être vous renvoyer à cette lecture. D'ailleurs, nous avons une page Facebook, donc vous pouvez voir un petit peu toutes nos activités. Oui, on peut pas voir l'essentiel. En quelques mots. L'essentiel, c'est que depuis quelque temps, on se rend compte que les victimes de violences faites aux femmes ne sont plus silencieuses. Donc les langues commencent à se délier. Vous avez parlé de ces violences qui intervenaient dans le cadre familial, et souvent ces questions étaient taboues à l'époque. Il était difficile pour un enfant violé par son père ou par un ami ou une personne qui a de l'ascendance sur l'enfant de parler de ces violences. Or maintenant, nous constatons qu'il y a de plus en plus les langues qui se délient. Et ça devient très léger, il faut le dire, ça devient léger quand même. Exactement. Mais en fait, ça existait peut-être déjà depuis longtemps. Mais le fait qu'on n'en parle pas, on ne sait pas ce qui se passe derrière les chaumières. Voilà. Donc là, de plus en plus, les langues se délient. Et c'est bien d'en parler, c'est bien de dénoncer ces violences, mais il faut également que les auteurs soient... Est-ce que vous pensez qu'il y a des déclencheurs aujourd'hui qui permettent, est-ce qu'il y a des déclics qui permettent finalement à toutes ces familles, à toutes ces victimes de se délier les langues? Est-ce qu'il y a quand même des signaux, il y a quelque chose, il y a des vraies motivations aujourd'hui qui permettent, parce que quand même, de temps en temps, lorsque vous partez sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un jour qui passe, n'est-ce pas, sans qu'on ait des échos dans ce sens. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a quelque chose quand même qui motive Oui, bien sûr. C'est le résultat de toutes ces sensibilisations. Oui. C'est le résultat de toutes ces sensibilisations, parce que nous avons, nous, société civile, nous, Association des femmes juristes, avec d'autres organisations, nous avons fait comprendre aux victimes
qu'il fallait commencer par parler, par dénoncer, et que l'impunité dont bénéficient ces auteurs venait aussi du silence des victimes. Et nous avons fait beaucoup de sensibilisation. Nous avons fait des sensibilisations même au niveau de la grande salle du Centre culturel français. Nous avons même eu à faire jouer des pièces de théâtre pour expliquer que ces violences n'étaient pas normales, parce qu'il y a effectivement l'inceste qui prend aussi de l'ampleur dans les familles. Et malheureusement, pendant longtemps, ces questions, c'était des questions taboues, mais je vous assure qu'avec tout ce que nous avons fait comme sensibilisation, que ce soit par la voie des médias, par voie théâtrale et autres, les langues se délient. Et maintenant, effectivement, les victimes ont maîtrisé finalement le sentiment de honte. Parce que vous savez que malheureusement, elles sont victimes, mais finalement, c'est elles qui ont honte, alors que ce sont les auteurs qui devraient avoir honte. Et donc, toutes ces sensibilisations, c'est justement pour que la honte et la peur changent de camp. Et donc, nous disons que nous avons des résultats, mais ce n'est pas encore assez. Madame Léna, tout à l'heure, vous disiez, on ne sait pas ce qui se passe derrière les chenilles. Et pendant longtemps, on pensait que c'était, n'est-ce pas, des problèmes qu'on pouvait résoudre en famille. Alors aujourd'hui, on sait qu'on a, n'est-ce pas, tout cela a franchi totalement du Rubicon, et on arrive à dénoncer. Alors, à ce niveau-là, quel est le poids de la tradition? Parce que souvent, ça, on peut penser aussi, il y a le poids de la tradition, où on dit non, mais il faut se taire, il ne faut pas parler, c'est des choses de la famille, il faut en parler en famille, il faut résoudre ces problèmes en famille. Aujourd'hui, quel est le poids de la tradition dans toute cette démarche-là, ou dans toutes ces manifestations? Je dirais une chose, c'est que la loi est au-dessus de la tradition. La tradition, ce sont nos usages, ce sont, voilà, nous respectons nos traditions, mais nul n'est au-dessus de la loi. Donc s'il y a des textes qui incriminent des comportements, les auteurs de ces comportements doivent être sanctionnés. La tradition, lorsque vous êtes dans une famille et que vous avez des membres de cette famille, notamment des enfants, qui sont violentés par les parents, un père qui viole sa fille, vous êtes sûr qu'en réglant ce problème à l'amiable, vous avez pensé aux conséquences sur la vie de cette jeune fille? On n'y pense pas. On règle à l'amiable, c'est surtout pour l'auteur, que ça ne fasse pas de bruit, qu'on ne sache pas ce que cette personne a osé faire, parce que c'est honteux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en parle pas. Voilà. Parce que si c'était normal, si ce n'était pas honteux, on en parlerait. Or, si on cache, c'est qu'on sait, mais on se cache derrière la tradition. Voilà. Mais je dis que personne n'est au-dessus de la loi, même pas la tradition. Oui. Moi, j'aimerais peut-être... Pardon. Oui, vous aurez la parole. Moi, j'aimerais peut-être revenir sur un aspect capital qui a été épinglé dans cet article, si vous voulez, puisque nous parlons des pesanteurs culturelles. Si vous voulez, c'est que cette pesanteur culturelle nous conduit souvent, alors là, très souvent, à la normalisation de ces faits délictueux. On ne doit pas se voiler la face. Je ne sais pas, pour revenir sur ce que ma consoeur Linda vient de dire, mais moi j'aimerais plutôt interpeller les gens, interpeller la population. Aujourd'hui, qu'on ne se retrouve pas dans une espèce de démarche où on culpabiliserait une fille, une petite fille, juste à cause de sa morphologie physique, mais c'est scandaleux. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là aujourd'hui pour dire... Parce que quand on essaye de bien voir les choses, on se rend compte que généralement, ces victimes sont soit lynchées sur la toile, parce qu'on accuserait certaines de ces victimes d'être victimes de leur corpulence, de leur morphologie. On se dirait, généralement, ce n'est pas la morphologie qu'on indexe, mais plutôt l'habillement. Est-ce que vous y avez pensé? Nous y avons pensé. Mais est-ce que vous croyez que c'est la bonne démarche? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffirait pour un homme de se pencher sur un décolleté d'une femme et tout de suite, après, il faudrait que cet homme-là agresse la femme. Ce n'est pas logique quand on essaye de bien analyser. Aujourd'hui, une femme, une jeune fille ne devait pas être responsable de sa morphologie.
moins encore de son habillement. Sinon, on risque de se retrouver dans une société de pervers, voyez-vous. Donc ça, ce sont des faits à bannir. Dans cet article, nous l'avons bien épinglé que cette dame et sa fille ont eu le courage de dénoncer. Tout à l'heure, Madame la Présidente nationale parlait de la dénonciation. Il faut oser en parler. Combien c'est douloureux, mais il faut dénoncer afin que ces personnes qui croient que, bon, elles ont une ascendance sur les pauvres victimes, eh bien, se sentent maintenant dérangées. Et cette dénonciation doit gagner toutes les sphères, moi je pense. Ça ne doit pas seulement rester au niveau de la cellule familiale, mais elle doit être partout, dans les universités, dans les milieux religieux. Il faut que les femmes apprennent à dénoncer. C'est vrai que c'est toujours pas aisé, ça on leur accorde, hein, c'est pas facile, mais moi je pense que la dénonciation... C'est progressif. Exactement, c'est progressif. Voilà. Et la dénonciation, c'est déjà un pas vers une solution qu'on peut trouver à ce genre de problème. Et je voudrais rajouter, il ne faut pas justifier l'injustifiable. Voilà. Parce que là, on va dire qu'une jeune fille qui a mis tous ses atouts, voilà, elle s'est habillée d'une certaine manière, exposée, et donc du coup, ça a réveillé les instincts prédateurs de l'auteur de l'infraction. Bon, et les vieilles femmes qui sont dans les champs, qui n'ont pas de seins, qui n'ont pas d'attributs, mais qui se font violer et qui sont habillés. Vous justifiez ça comment? Voilà, non, on ne justifie pas ce genre d'acte. Mais il y a aussi des enfants qui sont violentés. Des nourrissons, nous avons reçu à l'association des nourrissons de quelques jours, de quelques mois. Mais en quoi ces nourrissons peuvent attirer un prédateur? Donc moi, je pense que la question de l'habillement, c'est un faux débat. Voilà. Parce que lorsque nous allons même dans des sociétés musulmanes où les femmes sont couvertes de la tête aux pieds, mais là-bas aussi, il y a des violences, les viols sont vraiment, les statistiques sont élevées. Donc, la question de l'habillement, je pense que on ne peut même pas justifier, comme a dit Linda, on ne peut pas justifier l'injustifiable. Si c'était l'habillement, on ne devait pas avoir des victimes, enfants, des enfants de 10 ans, des enfants, des vieilles femmes, donc on ne devait pas avoir ça. Et puis, je voudrais revenir sur la question de tradition. Linda a su le relever. Une tradition, lorsqu'elle est contraire à la loi, mais elle doit tomber. Bien sûr. Et puis les comportements inhumains et dégradants sont interdits, sont prohibés. Donc dans nos familles, on ne peut pas accepter parce que c'est une cellule familiale, on ne peut pas, c'est pour l'image de la famille. Donc les jeunes filles ou les enfants de cette famille vont subir les comportements inhumains ou dégradants sur leur corps parce qu'il faut protéger l'image de la famille. Non. Donc de toute façon, avec la loi Mouebara, les compromis, la résolution des violences à l'amiable, c'est interdit. Aujourd'hui même, la loi est claire, lorsque vous êtes informé, même si vous n'êtes pas dans cette famille, lorsque vous êtes informé que dans telle famille, il y a telle situation et vous ne dites rien, même vous exposez. Donc on est obligé, lorsqu'on est informé, on peut même cacher, on peut le faire dans l'anonymat, appeler par exemple le 1444, sans se présenter pour dire que dans telle famille, dans telle rue, tel numéro, voilà ce qui se passe. Et puis le ministère de la Fonction de la Femme ou la police prendra le relais. Alors, justement, dans cette démarche de déconstruire, n'est-ce pas, ces chemins finalement qui conduisent à ces comportements pervers, où on victimise finalement la femme, on est arrivé à cette loi que vous arrivez très bien nommée, et moi que j'appelle directement, n'est-ce pas, par raccourci, la loi Mouebara. Alors aujourd'hui, quels sont les atouts que nous présente cette loi pour que nous disions que voilà, il y a quelque chose de positif qui vient de se faire? Merci, monsieur le journaliste. Bon, la première des choses, c'est dire que toutes les violences sont désormais érigées en infraction. Avant, par exemple, le viol conjugal, on n'en parlait pas dans le code pénal, vous ne le trouverez pas, ça n'existait pas. Le harcèlement, ce n'était pas puni dans notre pays. Mais avec la loi Mouebara, il y a une spécification. Donc vous avez tout type de violence. Par rapport à ce que vous avez subi, vous pouvez vous retrouver pour dire « je suis face à telle violence » et voilà les possibilités qui s'offrent à moi et voilà les sanctions pour l'auteur. Donc on a déjà cet avantage-là.
tout est classifié. On a les violences économiques. Avant, ce n'était pas prévu. Vous avez des foyers où, lorsque la femme a une activité génératrice de revenus, elle a un emploi, et monsieur se désengage. Il ne donne rien. Donc, c'est pour nuire à la femme. Il ne veut pas que la femme ait des moyens. Donc, c'est la femme qui prend la charge de toute la maison et monsieur et pourtant il a des moyens. Et des fois il prend même son salaire. Voilà. C'est elle qui travaille, mais oui, il confisque. Ce sont des violences économiques. Avant on ne pouvait rien faire, mais avec la loi Mouebara, c'est prévu, le harcèlement. Vous savez que le harcèlement, plusieurs femmes aujourd'hui ont abandonné leur milieu professionnel parce qu'elles ne pouvaient pas s'adonner à ce genre d'actes. Et quand on voit tout cela, ça regresse la femme, et la femme a du mal à participer au développement du pays parce que si elle n'accepte pas de céder, elle perd son emploi. Aujourd'hui, avec la loi Mouebara, il y a des moyens pour porter plainte contre nous, à l'association, nous avions par exemple plusieurs femmes qui étaient victimes de harcèlement, mais étant donné que l'infraction n'existait pas, on ne pouvait pas, quand elles arrivaient jusqu'aux tribunaux, c'était difficile de poursuivre pour harcèlement. L'infraction d'harcèlement n'existe pas. Donc on était obligé de creuser, trouver quelque chose, est-ce qu'il y avait des menaces, et on retenait que la menace. Mais l'infraction principale, elle, n'existant pas, mais on ne pouvait rien retenir. Et là, maintenant, avec la loi, nous pouvons retenir cette infraction-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des éléments d'identification, n'est-ce pas, qui existent pour ce qui est du harcèlement? Est-ce qu'on peut facilement l'identifier? Est-ce que alors, il n'y a pas en général, quand il y a... Oh, il n'y a pas vraiment de flou, hein. C'est juste parce que nous sommes ignorants. Mais sinon, il y a pas mal de signaux pour détecter une personne harcelée. Vous voyez, souvent dans les sociétés, lorsqu'une personne est harcelée, vous verrez qu'elle a tendance à s'isoler. Elle a tendance à s'isoler. Souvent, elle est absente de son lieu de travail. Pourquoi? Parce que le harcèlement a des conséquences psychiques également, psychologiques, sur la victime. Donc souvent, vous arrivez, vous voulez aller au travail, mais vous avez mal au ventre. Vous allez voir des médecins, mais on vous dit, madame, vous n'avez rien. Vous ne savez pas à quoi c'est dû, parce que c'est dans la tête. Vous ne voulez plus vous retrouver sur le lieu de travail parce que vous savez que votre prédateur sera là continuellement. En fait. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, et ces personnes-là, on arrive facilement à les repérer. Hein. Vous avez des personnes qui étaient joyeuses, qui prenaient soin d'elles, et du jour au lendemain, elles ne s'habillent plus, elles ne prennent plus soin d'elles, ne se maquillent plus. Et donc là, vous arrivez à détecter. Mais il faut être observateur. C'est pour ça que dans certaines structures, l'association a été déjà conviée dans plusieurs sociétés de la place pour faire justement de la sensibilisation sur le harcèlement en milieu professionnel. Voilà, nous arrivons là à la chute de notre entretien et j'aimerais bien que Madame la Présidente nationale, vous nous parlez des projections aujourd'hui. Comment vous voyez le monde dans quelques années? Comment vous voyez notre environnement dans quelques années, ou peut-être même pour cette année 2024? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a plus de raisons d'espérer, sinon d'hésiter, n'est-ce pas? Je passerai la parole à l'une de mes consoeurs qui va parler justement des projections. Mais avant cela, j'ai oublié de vous dire que l'Association des femmes juristes du Congo est membre à part entière de la Fédération des juristes africaines et de la Fédération internationale des femmes des carrières juridiques, dont je suis d'ailleurs la vice-présidente. J'ai eu le bonheur d'être élue vice-présidente. Voilà. Alors, la consoeur qui va nous parler des projections va le faire. Il s'agit de la secrétaire générale. Madame la secrétaire générale, qui pourra peut-être être complétée au niveau... Elle va parler certainement du prochain plan d'action de l'association. Merci bien. Pour l'année 2024, cette année, en fait, nous envisageons continuer la sensibilisation. De proximité. Oui. Vous avez intérêt à l'obtenir et certainement à aller crescendo aussi. Oui, nous allons vulgariser la loi Mouebara, continuer à parler des droits des femmes. Les femmes, parce qu'on dit pour défendre ces droits, il faut d'abord les connaître. Donc on va sensibiliser les femmes sur leurs droits fondamentaux et puis faire la vulgarisation de la loi Mouebara. La loi Potignon également. La loi portant protection de l'enfant en République du Congo. Tous les instruments juridiques nationaux et internationaux seront davantage
vulgarisé. Mais excusez-moi, moi j'aurais bien voulu que monsieur le journaliste nous demande aussi quelles sont les difficultés éventuelles que les femmes juristes rencontrent. Oui, c'est très important. Parce que vous avez là déjà... moi quand j'ai entendu on va chuter, moi j'ai dit mais comment on peut pas nous entendre. Mais oui, justement. Non mais il serait quand même important pour nous, dans tel cadre d'échange, constitue aussi un bon espace pour lancer le plaidoyer au fait. Parce que vous voyez, nous avons un centre d'aide et d'assistance juridique, c'est vrai, mais aujourd'hui nous avons des problèmes d'ordre financier. Par exemple, nous souhaiterons faire un accompagnement plus holistique que celui que nous offrons déjà aux différentes victimes qui viennent nous voir au niveau du centre. Tenez, rien que pour cette année, nous avons enregistré 76 cas de violences basées sur le genre, si vous voulez. Et vous avez des femmes qui nous arrivent, parfois elles n'ont plus de domicile. À ce moment-là, comment est-ce que nous on fait? Nous avons comme petit centre d'aide. C'est vrai que nous travaillons aussi avec des associations sœurs où nous pouvons peut-être passer les relais ou encore essayer de discuter avec le point focal du ministère de la Justice, parce qu'aujourd'hui il y a un point focal du ministère de la Justice qui s'occupe de ces questions précises. Et mais il y a un point focal aussi du ministère des Affaires sociales? Là, nous n'avons pas tellement connaissance, mais nous savons au moins qu'il y a un point focal au niveau du ministère de la Justice. Ça permet de répondre rapidement à certains aspects de ces questions-là, mais il serait quand même important que l'association des femmes juristes bénéficie de quelques subventions, ce qui nous permettrait de rendre donc notre réponse plus efficace et plus pertinente, plus appropriée. Notamment pour l'accompagnement judiciaire. Parce que les honoraires d'avocats, il faut les payer. Il faut les payer. Pour embrayer sur... non, en fait, il y a aussi, j'en profite peut-être pour laisser la parole à Madame Sitou, elles ont beaucoup de choses pour insérer un plaidoyer à l'endroit des pouvoirs publics. Il serait peut-être aussi le moment est bien choisi. Nous avons aujourd'hui un instrument juridique. Madame Sitou l'a relevé, vous avez parlé du harcèlement, mais comment reconnaître le harcèlement? Mais c'est le moment idoine de prévoir peut-être un violentomètre qui permettrait justement d'apprécier le niveau donc que les violences, à quel moment est-ce qu'on peut passer du harcèlement à un viol. Ça serait toujours important. Donc on a quelques stratégies comme ça qui peuvent être mises en œuvre pour justement faciliter l'accompagnement de toutes ces femmes victimes de violences. Et une dernière chose, en tout cas nous lançons un appel aux femmes. Ce n'est pas évident pour une femme lorsque vous êtes victime de violences, surtout dans la société dans laquelle nous vivons. Vous êtes non seulement violé, mais vous devez encore faire face au regard de la société. Indexé. Nous vous appelons vivement, quand vous ne pouvez pas peut-être en parler à cœur ouvert, chercher des associations spécifiques, des associations catégorielles, à l'instar de l'Association des femmes juristes du Congo, où notre siège se trouve en face de la banque sino-congolaise, ou encore au centre-ville, enceinte de la maison de la femme. Et vous avez un numéro de téléphone? Bien entendu que nous avons un numéro de téléphone. On peut le communiquer? Bien sûr, pourquoi pas. Madame la SG, nous avons le 06 par exemple, 623 90 75. Oui, est-ce qu'on peut reprendre? 06 623 90 75, on a le 06 668 64 65. Merci, j'espère que c'est bien passé, le message est bien passé, le plaidoyer est ainsi lancé. Oui, madame. Oui, pour compléter ma consoeur, effectivement, nous recevons au sein de notre siège des victimes de violences. Et donc, nous les aidons gratuitement à rédiger des plaintes, les orienter, mais elles sont confrontées à une difficulté financière. Pour celles, par exemple, qui ont besoin de certificats médicaux, lorsqu'elles arrivent dans les hôpitaux, le certificat médical est payant. Donc, du coup, les procédures s'arrêtent parce que si vous n'avez pas de certificat médical, le dossier ne peut pas se poursuivre. Certaines ont besoin de prendre des avocats, mais elles n'ont pas de moyens pour prendre des avocats. Ou d'autres, les victimes ont été tellement violentées qu'elles ont besoin de rencontrer des psychologues, mais elles n'ont pas d'argent pour voir les psychologues. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je voulais rebondir également sur certains partenariats que l'association a eu. Notamment, là, nous avons un projet Expertise France avec le ministère de la promotion de la femme et le ministère de la justice pour justement renforcer les capacités de tous les acteurs de la chaîne pénale, de la prise en charge des victimes de violences. Et donc du coup, quand elles viennent à notre siège, nous on peut les référencer à des psychologues, à des médecins, voilà. Mais nous avons besoin de moyens pour
mettre tout ça en Merci beaucoup. Donc, merci à vous, les dames, donc, femmes juristes de l'association des femmes juristes. Mais vous comprendrez que déjà là, vraiment... oui, mais je vais quand même conclure. Rapidement. une kyrielle de préoccupations, et j'ai bien peur, voilà. Nous avons effectivement une kyrielle de préoccupations. Oui. Mais ces préoccupations devraient être la préoccupation personnelle principale de nos pouvoirs publics. Les violences faites aux femmes, je l'ai toujours dit et je le répéterai encore, c'est une question de santé publique. Oui. Pouvez-vous imaginer le nombre de femmes qui sont abîmées? Et vous savez que les enfants aussi sont abîmés. Nous avons rencontré à Pointe-Noire un monsieur qui est abîmé. C'est un monsieur qui doit avoir aujourd'hui, je crois, 50 ans. Il est abîmé, vous savez pourquoi? Parce qu'il a vu son père exercer des violences sur sa mère. Et ce monsieur, aujourd'hui, il est devenu mari et père, mais on sent qu'en lui, il y a les ferments de la haine pour son père. Oui. Donc c'est quelqu'un qui a besoin, en fait, de voir des psychologues. Absolument. Le père était pour lui un modèle jusqu'au jour où il a vu que le père exerçait des violences sur la mère et qu'il humiliait sa mère. Donc il faudrait envisager à un moment donné, je ne sais pas si ça se passera, parce que c'est des questions finalement qui concernent le ministère de la Justice, le ministère c'est transversal, c'est vraiment transversal. C'est transversal. Tout ça parce que même le ministère même de la culture, on a besoin des industries culturelles, on a besoin d'un fonds sérieux pour venir au secours des victimes des violences faites aux femmes. Donc, c'est vrai, nous appelons les pouvoirs publics pour dire qu'il faudrait peut-être qu'on se penche sur cette question, qu'on fasse de véritables réformes, qu'on mette véritablement des fonds à disposition et qu'on ne se contente pas de réformettes. Comment voulez-vous développer le pays si une partie de la population est abîmée par les violences? Là, on n'a pas eu le temps de parler des violences post-conflit parce que il y en aurait aussi à dire. Mais naturellement, voilà pourquoi je parlais tout à l'heure. Une kyrielle de préoccupations. Et si vous étiez demandé, Madame la Présidente nationale, si vous étiez demandé de donner une échelle de priorité finalement à ces préoccupations, quel serait votre schéma de priorité? En fait, tout est prioritaire. C'est une chaîne. La personne qui est violentée doit voir un médecin. Elle a un traumatisme psychologique. Elle doit voir un psychologue. Il faut qu'elle soit réparée. La réparation commence par la sanction pénale. La sanction pénale, c'est aller devant le tribunal, devant la cour criminelle lorsqu'il s'agit de crimes. Ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait un avocat. Ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait des huissiers de justice pour exécuter les décisions. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait un recouvrement des amendes, des dommages à intérêts et autres. Les amendes appartiennent à l'État, mais les victimes ont besoin d'être dédommagées. Donc vous voyez que c'est toute une chaîne. Merci beaucoup pour vos interventions très brillantes, il faut le dire, n'est-ce pas, à l'endroit finalement de toutes ces victimes dont la femme est la principale victime, il faut dire, également les enfants, puisque les enfants sont, il faut dire, en conséquence ou par conséquent, également des victimes collatérales. Alors, donc, merci pour toutes ces interventions. Et je disais, ceci nous montre à suffisance que c'est des questions, n'est-ce pas, que nous vivons, que nous devons régler au quotidien et que c'est des questions totalement transversales. Absolument. Et aujourd'hui, les statistiques, on n'a pas eu peut-être à évoquer des statistiques, mais les statistiques montrent que tout cela est crescendo et qu'il y a plus de peur, n'est-ce pas, à exprimer pour dire que nous avons des raisons d'intervenir et que les pouvoirs publics ont des bonnes raisons d'intervenir et qu'aujourd'hui, la loi que vous mettez en exergue, que vous savez bien nommer, n'est-ce pas, la loi Moubara, également a de très bonnes raisons d'être d'être finalement, de prendre sa place dans notre société. Absolument. En tout cas, c'est le moment de vous dire merci. C'est nous qui vous remercions. Et merci beaucoup. Voilà pour tout ceci. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes là au terme de ces échanges avec les femmes de l'association des femmes juristes du Congo. Madame la présidente nationale, Madame Jocelyne Milandou, Madame Boukouta également, qui est la secrétaire générale, Madame Sitou Lenda, qui est la présidente de la commission Relations publiques, et Madame Miafuna Kimbembe, qui est la présidente de la commission du droit des personnes. Merci, et voilà, par ces mots, nous vous disons merci en tout cas, et c'est aussi le moment de vous dire, en tout cas, bon début d'année, tous nos vœux les meilleurs
et restez scotchés sur Télécom. Merci.